L'exploitation de notre forêt gaspésienne par les colons français remonte au 16e siècle. Ce n'est que dans les années 1800 où on a débuté l'exploitation industrielle de la forêt, notamment pour la construction des navires. Avec la modernisation des techniques de coupe, un reboisement systématique s'est imposé afin d'assurer la pérennité de notre ressource. Mais comment produit-on des millions de plants nécessaires à cette tâche colossale? Ça relève d'agronomie et de foresterie et c'est pourquoi on s'invite aujourd'hui dans une pépinière. On est présentement à la pépinière Baie des Chaleurs. On part à la rencontre de Freddy Boudreau, qui est technicien forestier de formation et responsable des opérations à la pépinière. On va explorer avec lui le cycle global d'un plant, de la graine jusqu'à la livraison et comment l'équipe doit travailler pour y arriver. Suivez-nous! Allô? Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Les opérations, c'est la livraison, l'ensemencement, la maintenance. C'est moi qui est responsable de la personnel aussi, guider l'équipe technique dans la bonne direction. Ici, on a un coopératif, puis c'est les ouvriers qui le propriétaire. Puis on essaie de créer une bonne ambiance, puis c'est comme une famille, ça. Oui, l'humain est mis de l'avant beaucoup. Oui, tout le monde a une bonne connexion. Les anglophones, les francophones, du monde de Carleton jusqu'à Marcel, Port-Daniel. Raconte-nous à quel point les maths, c'est important dans une pépinière. Je te dis que c'est la job la plus difficile dans la pépinière, c'est les chiffres. C'est de faire des comptes qui est comme très précis, très exact. On parle de 3,1 millions de plants dans les tunnels, 2,8 millions présentement à l'extérieur qui vont être livrés l'année prochaine. C'est des calculs, les engrais, les ppm, les pH. La mathématique basique, mais c'est tous les jours. Oui, c'est ça. Vous êtes constamment là-dedans. Tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes, les grandes étapes de pousse jusqu'à la livraison? Nous autres, on recevoir les semences qui étaient fournies par le ministère des Ressources naturelles. On passe tout ça dans notre ligne d'empotage. La ligne que tu vois ici, oui. C'est toutes les machines qu'on a besoin pour mettre la tourbe en récipient, mettre les semences dans les récipients, la silice. On utilise ça au mois de mai pour à peu près 7 semaines, 8 semaines. Puis après ça, ça passe 1 an dans les serres. Il va passer un hiver dehors, bien isolé avec la neige. Après ça, on appelle ça les 2 arrows, les deuxièmes années. Puis c'est là qu'on pousse pour la croissance, puis les racines. Puis en 3e année, on fait un triage. Puis après ça, on fait la livraison. C'est ça qu'on charge dans des modules pour le reboisement dans la forêt. Ça prend une bonne équipe technique. Il faut qu'on jette le moins que possible. Il faut qu'on mette le moins temps sur les plans que possible. On a un contrat de 2,8 millions, puis on a le droit d'aller comme 10 d'over. Puis c'est la 10 là qu'on choisit les pires de la lot qu'on jette. C'est votre marge de manœuvre. C'est ça. S'il y a une grosse demande, un gros besoin de l'année-là dans la forêt, ça se peut qu'on va reboiser comme un surplus aussi. C'est sûr que le climat, spécialement comme maintenant, ça change depuis comme les dernières années. On a commencé de voir des étés comme plus secs. Ça fait très chaud dans les serres. On essaie de garder les températures bas quand même parce que si c'est trop chaud, bien, on pogne des coups de chaleur puis on va avoir des pattes dans les tunnels. C'est dangereux pour les ouvriers s'il fait trop chaud. Et réassurer qu'ils prennent des pauses plus souvent, qu'ils boivent plus souvent. Mais c'est la même chose pour les arbres aussi. Il faut qu'ils boivent plus souvent. S'ils prennent trop de l'eau, bien, il peut y avoir des pourritures de racines. Dernière couple d'années, on essaie de trouver des façons de gérer la production en conséquence de la climat. Les graphiques que tu vas voir, là, c'est des choses qui ont servi à tous les jours, à toutes les semaines. C'est avec ça qu'on suit l'azote, le pourcentage qui est dans les plants. Ça prend une minimum. C'est l'élément le plus important pour les plants, l'azote? Oui, c'est ça qui pousse le plant le plus. Après ça, bien, on gère la humidité. On prend des poids 2 fois, 3 fois par semaine. On décide si on met du lot, combien d'heures qu'on veut donner, combien de millimètres. Si c'est trop arrosé, bien, éventuellement, tu peux avoir d'autres problèmes qui viennent avec trop de humidité. Puis c'est comme une perte de racine, la pourriture. L'autre affaire, bien, c'est les hauteurs. On prend un suivi de croissance dans toute la production de 2 arrows à toutes les semaines. Si on est trop petit, puis les plants sont livrés hâtifs dans la saison,
ça se peut qu'on n'obtienne pas notre objectif de la hauteur, puis on peut avoir une pénalité. Puis si on est trop haut, ça se peut qu'on va être trop haut en livraison, puis on prend une autre pénalité là aussi. L'auteur va déterminer le nombre de milligrammes de fertilisation qu'on va utiliser. Ah! L'auteur va aussi déterminer la humidité, quand est-ce qu'on va comme baisser en humidité. Ça, c'est les feuilles de prescription qu'on utilise. On calcule ça ici au bureau, puis après ça, on transfère ça au jardinier. C'est lui qui va appliquer ça sur des plants. C'est marqué le type de fertilisation qu'on va utiliser, le nombre de milligrammes par plant, puis la totale qu'on va besoin de mettre sur le stock là. On prend des échantillons à toutes les 2 semaines, puis on envoie ça dans un laboratoire à Québec pour déterminer le nombre d'azote qui est dans la carotte, la nitrate, phosphore, potassium, calcium, magnésium, tout ça. Puis, s'il manque un aliment ou quelque chose, on va ajouter. La compagnie, ici, le propriétaire, c'est le coopératif Sargim. Puis nous autres, c'est Pépinière Baie des Chaleurs qui est localisé à Passebbiac. Nous autres qui a commencé 3 ans, 4 ans passés avec les crédits de carbone. Si tu vas sur le site web de Sargim, tu peux comme remplir un formulaire avec le nombre de véhicules, le kilométrage, puis tout ça. Puis le calcul va être fait tout seul pour combien de plants que tu as besoin de reboiser pour compenser pour les effets carbone que tu vas prendre dans l'année. Avec le climat, les gros changements, puis tout ça, je pense que tout le monde devient plus conscient de nos effets sur la planète. Puis ça, c'était un autre comme bénéfice de travailler ici, c'est de savoir que tu amènes quelque chose aux planètes. Là. Je pense que du monde sont très fiers de ça aussi. J'ai trouvé ça fascinant de constater à quel point le cycle de vie d'un plant est minutieusement analysé ici à l'aide de maths, de chimie, de biologie. Et on va pousser un peu plus loin nos connaissances sur l'environnement et sur les matières nécessaires à une production de qualité avec Marc-Olivier Labrec. Il est agronome de formation et responsable des cultures ici à Pépinière Baie des Chaleurs. Je m'occupe principalement de l'empotage durant les premiers 2 mois de l'année. Puis ensuite, je me concentre un peu plus sur la recherche et le développement. C'est un beau mix entre un travail terrain et bureau. Là. Personnellement, moi, c'est ce que j'aime bien. Tout commence, comme on l'a vu, à l'empotage. Puis un substrat, à la base, c'est un support physique pour les plantes. Et notre substrat, c'est principalement la mousse de tourbe. C'est connu que les propriétés physico-chimiques d'un substrat, c'est vraiment l'essentiel dans la réussite d'une culture. Tu sais. À quel point la qualité de l'eau est importante dans votre culture? La qualité de l'eau est quand même primordiale. Premièrement, on veut de l'eau propre, pas trop dure. Pour gérer le pH, on pourra y revenir tantôt. Le plus important, c'est une eau qui n'a pas trop de sels minéraux dedans. C'est sûr que les fertilisants, on peut comme les considérer comme la nourriture des plants. L'empotage de substrat, c'est sûr que la recette de fertilisation est vraiment importante. Considérant que la tourbe ne contient aucune valeur nutritive à peu près, il nous faut faire beaucoup d'apports de fertilisants minéraux. Et les 3 principaux sont l'azote, le phosphore et le potassium, surtout l'azote. Comment est-ce qu'on mesure si on a bien répondu ou non aux besoins de la plante exactement? Tu peux mesurer la teneur en chacun des éléments, mais ce n'est pas nécessairement ça qui indique totalement la fertilité d'un sol. Il va y avoir des concepts comme la capacité d'échange cationique, ou on va dire CEC, ou le pH, qui sont des éléments à considérer aussi dans la fertilité d'un sol. Si on parle de la capacité d'échange cationique, c'est la capacité d'un sol à échanger des éléments. Fait que ça peut être comme une réserve, une éponge d'éléments nutritifs. C'est comme la tourbe, elle a peu de capacité d'échange cationique. C'est seulement des molécules qui sont adhérées à l'eau qui vont être disponibles. Tandis que si tu prends de l'argile ou des sols à haute teneur du compost, entre autres, bien ça a une tendance à absorber de manière électromagnétique les éléments.
Fait que ça, on peut appeler ça comme une réserve de fertilité. Dans les champs, les sols sableux où il n'y a pas d'argile, ils ont une faible capacité d'échange cationique. Puis les sols à haute teneur en matière organique, puis les sols argileux, eux, ils ont beaucoup de capacité d'échange cationique. Puis le pH, c'est une mesure de l'acidité d'un sol et que ça se situe entre 0 et 14. Règle générale, en agriculture, on veut se situer autour de 6,5, qui est là une zone où que les éléments sont absorbables par la plante. Fait que si tu es hors de cette zone-là, tu peux peut-être avoir, oui, beaucoup de nourriture dans ton substrat, mais elle n'est pas disponible, elle n'est pas absorbable. Fait que c'est essentiel de considérer ça. Pour les épinettes, nous, on se situe plus dans une zone 5,5. Et qu'est-ce qui vous permet de voir que la plante, justement, ne va pas bien, a une certaine carence? Oui, on peut aller dans un dépistage visuel, aller au champ, regarder, bon, y a-t-il un jaunissement, une chlorose d'une partie de la plante, y a-t-il problème de croissance? Ça peut nous indiquer déjà un début de problème. Et la carence, on va la voir plus dans les parties matures de la plante, dans le bas, OK. Parce que la plante, elle favorise toujours la tête, les parties en croissance qui sont au soleil, qui ont beaucoup de potentiel, puis elle va délaisser les tissus qui ont fait leur travail. Il y en a qu'on connaît comme un manque d'azote, ça fait une chlorose généralisée. Là, tu vois les plants. Pour aller vraiment de manière en détail, on fait des analyses de substrat puis de tissus. On peut avoir des pénalités ou des bonus selon le taux d'azote des plants avant la livraison. Fait que nous, c'est non seulement pour la croissance, mais ça revient vraiment littéralement avec notre revenu. Tout à l'heure, tu parlais des plants que vous allez stresser. Et on a pu voir dans la culture, il y a une zone justement qui est un peu plus jaunie. On leur donne un petit peu la vie dure rendue le début d'août. Puis c'est pour justement susciter l'ahoutement. On veut arrêter la croissance parce que nous, on a des cibles de croissance déterminées selon le scénario de culture. On a une cible très, très définie, disons 30 cm, date précise. On initie un stress de fertilisation et un stress hydrique. Quand on atteint un certain niveau d'humidité, la plante elle peut même flétrir. Puis après ça, tranquillement, on les ramène à un niveau d'humidité. Mais ce stress-là, qu'est-ce qu'il va induire? Il va induire un signal important dans la plante. Pour terminer la saison de croissance, tu dois maintenant outer, tu dois lignifier tes tissus, faire tes bourgeons, te préparer pour l'hiver. Si tu restes comme tu es là maintenant, tu ne vas pas passer l'hiver. Pas au travers. Moi, un de mes rôles aussi ici, c'est de vérifier l'état des stress puis l'état de formation des bourgeons. Parce qu'on veut vraiment être sûr que toute la culture a été stressée. On regarde, il y a un début de formation de bourgeons, OK, c'est correct. On peut continuer avec notre programme de fertilisation d'automne. Parce qu'une fois que la plante a créé sa masse aérienne, nous, on veut créer des racines pour coloniser tout le substrat. Tu parles de racines, il y a toute une vie souterraine aussi qu'on connaît très peu, dont des champignons qui s'appellent les mycorhizes qui sont utiles, qui sont comme en symbiose. Est-ce que je comprends avec les racines? Explique-nous un peu ce que c'est. Les champignons, eux, vont aller coloniser plus profondément le substrat avec leur mycélium qui, dans le fond, lui, est 100 fois ou 100 à 1000 fois plus fin que les racines. Fait qu'il est capable d'aller vraiment chercher tous les éléments, entre autres le phosphore, qui est souvent difficile pour les racines. Puis en échange, la plante, elle, va donner des hydrates de carbone. C'est bénéfique pour les deux. C'est même connu qu'une plante mycorhizée, elle va, au bout de la ligne, elle va manger plus parce qu'il faut qu'elle va utiliser plus de fertilisants parce qu'elle va aider son collègue. Fait que c'est quand même assez vital, tant qu'à moi, de vouloir favoriser les mycorhizes dans les cultures parce qu'il y a beaucoup d'avantages et aucun inconvénient. Il y a un bon retour sur investissement aussi parce que souvent, ils font tout le travail par eux-mêmes. Ils ne demandent aucune paie. Franchement, je ne pensais pas être captivée autant à la pépinière aujourd'hui. D'abord, de voir cette ruche d'abeilles, cette équipe travailler ardemment dans une courte période de temps et qui travaille à la pérennité aussi d'une ressource importante pour non seulement notre région, mais le Québec en entier, la forêt. Et de voir toute la vivacité du sous-sol qu'on ne soupçonne pas. Entre autres, ces champignons, les mycorhizes qui travaillent en symbiose avec les plants dans un échange gagnant-gagnant. Ça a été une autre belle journée de découverte. À la prochaine!